Alors, bonjour, bonsoir à vous tous, bienvenue. J'imagine que vous m'entendez bien. Euh, oui, je pense que oui. Alors, je répète comme pour à chaque fois de devoir tenir vos micros fermés pour éviter les bruits. Je fermais les micros de chacun et chacune qui se connectait là, tantôt. Vous avez dû vous apercevoir de ça, là, qui se fermait par lui-même, votre micro. C'était moi de mon côté qui le contrôlait, parce que là, on entendait tous les bruits dans les maisons. Alors, c'est ça. Donc, bienvenue à ce dimanche soir qui devrait durer, en tout cas, on va essayer de toffer 1 heure au moins. Je suis un peu fatigué, là, disons que j'ai des grosses semaines, c'est ainsi. Mais bon, je tenais quand même à être avec vous. Alors, il y a plusieurs personnes actuellement qui viennent de se connecter, qui ont des micros ouverts. Vérifiez ça là, pour tenir ça fermé. Entre autres, Pierre Demers, Sylvie Michaud. Et puis, c'est ça. Dion Matt aussi. iPad de Dion Matt qui est encore ouvert. Merci bien. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de patates, des pommes de terre pour semer au jardin. Les pommes de terre, c'est relativement facile quand même, les pommes de terre. Puis j'en vois qui se donnent beaucoup de misère avec ça, là. Euh, c'est la première des choses, c'est que les pommes de terre, il y a des gens qui posent la question à savoir si on peut prendre les patates qu'on achète au magasin pour les semer. Mais là, assez souvent, vous risquez de faire jouer le tour parce que les patates, s'ils n'ont pas de germes après, quand ils sont au magasin, c'est parce que souvent, ils ont été traités pour ne pas germer, justement. Alors, si vous plantez ça, vous allez perdre votre temps. Ils vont courir dans la terre et ils ne pousseront pas. Okay? Donc, vous devez prendre des pommes de terre pour la semence, si on veut, là, des pommes de terre, des patates de semence qu'on appelle, ou prendre vos vieilles patates, si vous avez récolté des pommes de terre et qu'il vous en reste. À ce moment-là, celles-là vont pouvoir vous servir de patates de semence. Moi, ce que je fais, c'est que je garde mes petites patates. Vous avez vu un petit peu sur l'image que je diffusais au début, là. Moi, je garde mes petites patates comme ça. OK? Ces petites patates-là, là, bon, commencer à éplucher ça, c'est de l'ouvrage. Les laisser dans le champ, ça ne me tente pas parce que des fois, il y en a, une puis un autre. Et puis, tant qu'à les gaspiller, j'aime autant les rentrer. Je les mets dans ma chambre froide comme les autres patates. Et puis, c'est ces patates-là qui deviennent mes patates de semence. Vous allez me dire, ils sont petites pas mal, ça va donner des petites patates. Non, ça, c'est faux. Là. C'est pas parce que c'est une petite patate que ça va donner des petites patates. OK? Alors, c'est pas ça qui est important. C'est qu'il y ait des bons germes, un bon enracinement, puis de l'eau suffisamment, pas trop, et une terre qui est semi-riche. Ça ne demande pas énormément de fertilisation, surtout pas en azote, parce que les patates vont monter beaucoup en feuillage, mais vous n'aurez pas grand-chose dans la terre. OK? Alors, vous voyez cette patate-là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, elle commence à germer, là, plein de petits germes après. Là. Alors, ça, c'est parfait là, pour mettre en terre quand il commence comme ça. Si on commence à germer, bien là, ça montre que c'est une patate qui est fertile, là, qui va vous donner des plants de patates et des patates l'année prochaine. Ça, ici, je vous montre celle-là aussi. Vous voyez qu'elle a des germes, mais vous voyez qu'elle est un peu ratatinée aussi, là. Parce qu'elle, là, ici, je ne sais pas si vous voyez attends un peu. Ici, là, la blessure, là, on voit comme une blessure, là. Il y avait un gros germe. Le germe il était au moins ça de long. Okay? Parce que vous savez qu'à ce temps-ci, les patates dans la chambre froide, ils germent. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je les rendus au mois de mars, là, quand ils veulent commencer à germer, je les rentre au réfrigérateur quand j'ai de la place. Cette année, je ne l'ai pas fait. Mais ils ont retardé au niveau de leur germination dans la chambre froide. Et puis, mais il y avait quand même des germes de 4 pouces, 5 pouces de long sur ces petites patates-là. Alors, ce qu'on fait, si vous voulez les planter, gardez pas ces grands germes-là, ça ne donne rien, cela. C'est un germe là, qui a poussé une grande tige blanche qui cherchait la lumière, tout simplement, et puis qui n'a pas développé de système racinaire en même temps. Fait que là, quand vous allez planter ça, là, ça ne donnera rien de bon, ce germe-là. Vous êtes mieux de l'enlever, puis de laisser pousser les autres petits germes. Parce que sur une patate, vous avez plusieurs yeux, hein, plusieurs bourgeons qui vont pouvoir donner des germes. Alors, comme là, ici, moi, j'ai enlevé le gros qu'il y avait en arrière, mais regardez, il en sort 3, là, 4, 5, 6, 7. Regardez, ça, il y en a en masse pour être capable de vous faire une patate avec plein de. Ça va? Alors,
Il y a plusieurs micros d'ouverts, s'il vous plaît. Voyez fermer vos micros parce que j'entends de l'interférence là, dans les maisons. Alors, c'est ça. Donc, petites patates, donne pas des petites patates. Moi, je récolte des grosses patates grosses comme le poing, même si je plante que des petites patates comme ça. L'avantage de planter des petites patates comme ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de les couper en plus. Hein? Et puis, encore moins des éplucher si vous les gardez pour manger. Alors, pas besoin de les couper, fait que vous ne créez pas de blessures là, vives là, qui risquent de faire pourrir la patate. Là, si jamais elle prend du temps avant de gerber, si on a du temps froid ou tout ça, que la patate retarde, à ce moment-là, avec la coupure que vous avez faite dans une grosse patate, vous risquez c'est plus risqué que ça pourrisse. De toute façon, il est recommandé de couper vos patates d'avance, les laisser une journée ou deux au soleil pour que la coupe que vous avez faite puisse se cicatriser, puisse sécher avant de les mettre en terre. Ça va aider à prévenir la pourriture quand vous avez à couper des patates qui sont trop grosses. OK? Alors, mais c'est ça. Comme tel, moi, je préfère prendre des petites que de couper des grosses patates. Quand on coupe des patates, bien évidemment, il faut, si vous avez à couper des patates, vous vous arrangez pour couper de façon à laisser des germes ou des yeux sur les deux morceaux. Okay? Parce que assez souvent, les yeux vont se retrouver surtout dans la partie supérieure de la pomme de terre. À un endroit, là, sur le dessus, il va en avoir plus qu'en dessous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il va en avoir plus. Fait que là, vous visez là, entre des germes pour être sûr que vous allez avoir des germes sur les 2 morceaux ou 3 morceaux, voir si jamais vous coupez en 3. Mais idéalement, coupez le moins possible. Là, essayez de travailler avec des petites patates, ça va être encore bien mieux. Ça va pour ça? Alors, bon, la plantation, c'est le temps dans pas mal toutes les régions. Là, zone 3 aussi, c'est le temps de planter ça. D'ici à ce qu'ils germent, là, les gelées vont être terminées. En tout cas, du moins, on l'espère. On en a eu quelques journées là, de gel, là, quelques nuits, là, les nuits passées. En tout cas, moi, j'ai protégé 3 fois, 3 nuits de fil. La dernière nuit, c'était celle qu'on vient de passer entre samedi et dimanche. Et puis là, ça n'avait pas gelé par chez nous. Moi, j'étais en zone 4, sur la rive sud de Trois-Rivières, là, si on veut. Et puis, ça n'a pas gelé la nuit passée. Mais les 2 autres journées d'avant, ça l'a gelé. Et les pommes de terre peuvent geler s'ils sont sortis de terre. J'en avais quelques-unes qui étaient sorties de terre et le premier soir que j'ai protégé, je n'ai pas protégé mes patates. Et puis, j'ai certaines feuilles qui étaient sorties qui ont gelé, qui ont noirci. Alors, pour la nuit suivante, qui annonçait encore du gel, là, je les ai protégées. Vous avez vu d'ailleurs dans la capsule, là, je mettais de la terre par-dessus. Je ne faisais pas vraiment un renchaussage. J'enterrais les têtes qui avaient sorti de terre pour m'assurer qu'ils ne gèleraient pas. Parce que du renchaussage, je n'en fais pas, moi, comme tel. Okay? Moi, mon terrain, je plante ma patate à une certaine profondeur. Alors, elle a 2 à 4 pouces de terre par-dessus. Et puis, là, le plant va se développer. Aussitôt qu'il sort de terre, moi, je vais mettre un paillis de chaque côté, un bon paillis d'herbe fraîche, là, fraîchement tondu, là, en raison de ça d'épais. Pareil comme les autres soins que je vous expliquais dans les autres capsules ou les autres zooms là, les semaines passées. Alors, toujours le même traitement. Donc, en mettant un paillis sur mon rang de pommes de terre, puis dans les allées, les patates, à ce moment-là, ne seront pas au soleil quand ils vont grossir, les pommes de terre. Okay? Parce que ce qui arrive, c'est que les pommes de terre se forment souvent en surface, relativement en surface. Et c'est pour ça qu'on renchausse, la méthode de renchaussage. Puis en même temps, ben, le renchaussage combattait la mauvaise herbe qui avait poussé partout dans les rangs, tout ça. Fait que là, on faisait d'une pierre 2 coups. Mais moi, avec un paillis, je fais d'une pierre 4 coups. Hein? Je n'ai pas besoin de renchausser. Je n'ai pas de mauvaise herbe. Ensuite de ça, j'ai un meilleur rendement parce que mes paillis que j'utilise sont fertiles, donc ils fertilisent mes plants. Et puis, les patates, ben, je ne les ai pas loin pour aller les chercher. J'ai juste à fouiller dans le paillis et puis je découvre mes pommes de terre qui sont drette là en dessous du paillis. Alors, le renchaussage, ce n'est pas une nécessité. Je vois des gens renchausser. Il y en a qui mettent ça dans des sacs, cultiver des pommes de terre dans des sacs. On remarque que ce n'est pas trop rentable. Là. Je veux dire, si vous sortez une livre ou 2 de pommes de terre dans ce sac-là, vous allez avoir mis des efforts et de l'argent pour bien plus que la valeur des patates parce qu'au prix que sont les patates quand il arrive l'automne,
En tout cas, c'est le plaisir de le faire, remarquez, c'est un passe-temps comme un autre. Mais j'ai vu des gens qui renchaussent, puis là, au fur et à mesure que le plant pousse, ils renchaussent, puis ils renchaussent, puis ils renchaussent. On n'a pas besoin de faire ça, là. Le renchaussage, là, c'est, comme je vous dis, on peut très bien cultiver des patates sans renchausser. Alors, le renchaussage, c'est pour empêcher les patates de voir de la lumière, les pommes, les tubercules qui se développent dans la terre, pas mal en surface. Alors, en ayant renchaussé, là, une fois, c'est suffisant. Une fois ou deux, maximum. OK, pas besoin de faire plus que ça. Mais il y a moyen de faire moins que ça. OK, moins d'efforts. Puis en cultiver. L'autre chose aussi, là, quand je disais faites d'une pierre 4 coups en ne renchaussant pas, mais en mettant un paillis, c'est qu'aussi, le fait que je n'aille pas à renchausser, je ne suis pas obligé de mettre une grande distance entre mes rangs. Hein? Pour avoir de la terre pour mettre sur un bord, de la terre pour mettre sur l'autre bord pour faire mon renchaussage. Je n'ai pas besoin, moi, je ne renchausse pas. Alors, je peux rapprocher mes rangs. Et puis, à ce moment-là, ça me donne plus de rendement sur la même superficie de jardin entretenu que si j'avais à renchausser. Okay? Donc, je vais chercher plus de rendement, une plus grande densité de production sur une plus petite surface. Fait que, entretenir des allées, là, des grandes allées entre les plants, là, ça, c'est de l'ouvrage, puis c'est pas productif, ça, comme tel. Okay? Alors, moi, je ne cultive pas des allées, j'aime cultiver des légumes, puis de façon intensive, c'est-à-dire sur la plus petite surface possible, de façon à avoir la plus petite surface à entretenir. Le minimum de gestion aussi d'apport de matière organique, de compost ou ce que vous voudrez, parce que ça, je me rends compte que certaines méthodes de culture font consommer beaucoup trop de matière organique, OK? Beaucoup trop de compost pour le peu de production qui sort de là. Ah, ça aide à la production, oui, mais je veux dire, en quelque part, ça pourrait très bien pousser, puis même peut-être mieux, avec beaucoup moins de matière organique, là. Alors, parce que si vous mettez trop de compost, trop de matière organique à un moment donné, puis il n'y a pas assez de plantes pour les capter, ce n'est pas les allées qui vont se nourrir du compost. Hein? Alors, s'il n'y a pas assez de plantes pour capter ces éléments nutritifs-là que le compost dégage ou vos engrais que vous mettez dégagent, ça va s'en aller dans l'environnement. Ça va partir en évaporation. Ça va partir avec le vent qui transporte la matière organique si vous n'avez pas de paillis pour protéger votre sol. Alors, tout ça, là, c'est des facteurs qui compliquent la production, qui vous donnent d'ouvrage, qui n'augmentent pas les rendements pour autant, puis qui fait consommer trop de ressources versus ce que ça produit. Okay? Ça, c'est valable pas même pour les patates. Là, okay? Ça, c'est valable pour tous les types de cultures, ce que je vous dis là. Ça va? Alors, là, vous pouvez toujours, comme vous savez, là, marquer vos questions sur le chat. Je le vois d'ailleurs sur Converser. Alors, je vais tout de suite prendre les questions au début là, pour. Bon. Pierre Martin pose comme question, quelle est la température idéale pour la culture de la patate, le minimum qu'elle peut tolérer sans couverture? Bien, sans couverture, comme je disais, le feuillage est aussi sensible qu'un feuillage de tomate. OK? C'est dans la même famille. Là. Les pommes de terre, c'est la même famille que les tomates, la même famille que les piments, les aubergines, etc. Alors, le feuillage est sensible à des petits gels, tout petits gels, pour ce qui est du feuillage. Pour ce qui est de la terre, évidemment, la terre se doit d'être réchauffée. Les pommes de terre, au fait, vont pousser dans une terre plutôt sablonneuse. Okay? Les terres fortes, les pommes de terre, ils aiment moins ça. Et puis, dans les terres fortes, la terre a tendance à être fraîche plus longtemps parce qu'il y a une plus grande remontée d'eau par capillarité du sous-sol. Et puis, à ce moment-là, cette eau-là qui remonte est froide, fait que le sol a de la misère à se réchauffer à cause de cet apport d'eau-là qui vient du sous-sol. Dans le cas des terrains sablonneux, il y a moins d'apport d'eau qui vient du sous-sol. Alors, le sol a le temps de se réchauffer, là, si on veut. Fait que mais la température du sol, il faut qu'elle soit au moins en haut de 10. Là. OK, 10 à 15, ce serait l'idéal. Donc, pour ce qui est de la température extérieure, ben, c'est ça. Si ça gèle, protégé, renchausser s'il y a lieu. Et puis, sinon, ben, le plant va être en mesure. Si la terre est chaude, même si c'est frais, comme aujourd'hui, c'était frais dehors, là, il faisait quand même soleil. Si la terre est chaude, ça va quand même pousser. Là. Il va avoir une certaine croissance. Quelle distance entre vos rangs? Mes rangs, entre autres, j'ai à peu près 20 pouces de distance entre chaque. OK, ça donne environ ça, là, à peu près. OK, j'ai pas plus que ça. C'est suffisant. À un moment donné, le feuillage, quand il se développe, il vient qu'il touche le rang d'à côté, fait que ça me fait une couverture, pareil comme un massif, si on veut. Fait que là, mon sol est tout couvert, le soleil, il n'y a plus d'impact sur le sol, donc moins d'évaporation.
etc. Et puis moins de croissance de mauvaises herbes aussi. De toute façon, avec un paillis, je n'ai pas ce problème-là comme tel. Entre les rangs, c'est ça. Puis sur le rang, vous mettez une patate à tous les pieds à peu près. Okay? Ça fait que vous pouvez mettre un morceau à tous les 12 pouces, là, à les 30 cm. Quel fertilisant, quelle fréquence de randonnée? Patates blanches, patates douces. Les patates blanches, patates douces, j'en essaie cette année, là, mais c'est plus compliqué sur la patate douce. Là. Je vais faire des tests, puis je vous en parlerai les prochaines fois. Là, parce que je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Tant que je n'ai pas fait les tests personnellement, je ne m'hasarde pas à donner des conseils. Okay? Alors, j'aime mieux être franc avec vous. Là. Donc, quel fertilisant? Fertilisant, j'en mets pas. Fertilisant, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que la terre, là, premièrement, elle a de la matière organique dedans, qui se trouve être mes paillis de l'année passée, qui ont été enfouis. OK? Puis les restants de culture qui ont été enfouis. Donc, il y a de la matière organique et cette matière organique-là, c'est un fertilisant, veut pas pour les pommes de terre, c'est bien en masse. Et en plus, comme je travaille avec un paillis nutritif, c'est-à-dire de l'herbe fraîchement coupée, ou des feuilles hachées à l'automne et mis au printemps dans mes allées, j'ai à ce moment-là tout ce qu'il faut pour que les pommes de terre poussent full pin. Okay? Pas besoin de mettre des algues ou ben non, des émulsions de poisson ou des granules, toutes sortes d'autres engrais. Je cultive en pot. On n'a pas besoin de mettre ça. Okay? Alors, mais j'amène une richesse à mon sol, mais pas de la manière que le marché vous le suggère. Okay? Le marché vous suggère mettez de l'engrais, mettez de l'engrais, mettez de l'engrais. Là, vous venez de planter votre plant, mettez de l'engrais. Il vient d'être planté, votre plant. Là. Il n'y a pas besoin d'engrais, là, il commence. Là. Tu sais, il est bébé. C'est un peu comme si on donnerait trois hamburgers, des gros hamburgers avec des boulettes d'une demi-livre à un bébé naissant en pensant qu'il va grandir plus vite. Non, pas ça qu'il y a de besoin. OK? Alors, c'est pareil, vos plantes, ça ne donne rien de booster ça avec de l'engrais quand ils sont bébés. Ils n'ont même pas le système racinaire développé pour aller la chercher de toute façon suffisamment. Et dans la terre que vous plantez, je croirais qu'il n'y a pas d'engrais dedans. Là. Hein? Vous ne plantez pas dans du sol. Je cultive mes patates en pot. Fait que c'est. Je veux savoir quelle. Comment? Je cultive mes patates en pot. Vous cultivez vos patates en pot? Oui. Bon, oui. Ben là, c'est ça. Ben là, votre terre que vous utilisez, c'est un terreau, là, un terreau que vous achetez, je suppose. Un terreau, puis je rajoute dans le fond du fumier de crevettes et algues. Ben, vous en mettez bien en masse, le stock, ben trop, même dans certains cas pour les pommes de terre. Là. OK. Il va faire du beau feuillage, mais il n'est pas sûr que vous ayez beaucoup de patates dans votre peau, là, au bout du compte. Ah, quand même, oui. Fait que j'espère que vous en avez un peu, là. Mais c'est ça. Fait que là, c'est la même. C'est la même chose, là. Je veux dire, à quelque part, il ne faut pas booster ça trop pour rien, les patates. Mais le gazon dessus pourrait aider. Ben oui, ça va toujours aider, ça, le gazon. C'est riche, il y a de l'azote un peu là-dedans, il y a tout ça d'autres éléments nutritifs, puis en même temps aussi, ça court des chances d'améliorer la vie dans votre terre, parce que vous savez, quand vous êtes dans un pot là, ou dans un bac fermé, surélevé, c'est pas la même vie qu'il y a là-dedans. Là. Il n'y a pas la même faune là, qu'il y a dans un sol directement. Là. Et ça complique souvent les fertilisations puis tout ça. Et puis, c'est un peu ce qui fait aussi que vous êtes obligé d'en mettre pas mal plus de fertilisants parce que c'est un milieu artificiel. Parce qu'en quelque part, il n'y a pas toute la vie dans la terre qui est en mesure de gérer la matière organique. Fait que, parfait, merci. Bienvenue. OK. Pierre, si le plant a ramolli à cause du gel, est-ce qu'il va pousser d'autres tiges ou si le plant est mort? Oui, il va en repousser d'autres, Pierre. Normalement, il devrait en repousser d'autres. Ils ne sont pas tous sortis à cet incite-là. En tout cas, du moins, je ne sais pas à quel stade qui était rendu développé vos plans, là, mais il va en ressortir d'autres. Mettre du biochar, ben ça balance un sol, Marc. Peut être bon pour toutes les plantes. Oui, tu peux l'essayer. Moi, je voulais faire des tests cette année. Là. Je pensais être approvisionné, mais en fin de compte, là, ils ont annulé la commande. Là, et puis, j'aurais aimé ça faire des tests avec. C'est prometteur. Mais ça coûte cher, par exemple, pour balancer un sol. Mais en tout cas, au moins, c'est du carbone qui est stocké dans la terre pour longtemps.
Et puis, ça aide beaucoup au niveau de l'établissement des bactéries puis des micro-organismes. Et ça retient aussi les éléments nutritifs, là, puis un peu d'humidité. Alors, est-ce qu'on peut planter dans le sol d'un champ légèrement monté en friche? Ben, je ne verrais pas pourquoi, là, mais en autant que la friche ne passe pas par-dessus les patates, parce que c'est sûr, s'il y a trop de compétition, les pommes de terre ne pourront pas nécessairement profiter aussi bien. Là. Là, c'est embêtant de répondre à des questions comme ça, André, Anne, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quoi que tu appelles un champ légèrement monté en friche? Moi, je ne le vois pas. Là. Tu sais, toi, tu l'as dans ta tête, tu l'as devant toi, mais là, moi, je ne peux pas deviner qu'est-ce que c'est. C'est embêtant de répondre à une question comme ça. Je suis toujours mal à l'aise de répondre à une question comme ça. C'est trop à peu près, là. Si vous mettez du gazon coupé comme paillé, ça ne fait pas trop d'azote. Est-ce que vos patates vont la gale? Vérifiez-vous le pH du sol? Non, je ne vérifie pas le pH du sol. Mon pH se maintient bien parce que justement, en mettant du paillis d'herbe ou de feuilles, ça équilibre le pH. Ça ne l'acidifie pas comme si je mettrais, exemple, des paillis de conifères, comme une paille de cèdre ou des copeaux de bois, surtout de conifères. Alors, mon pH, je ne le vérifie pas, mais je sais qu'il y a du bon sens. Ce qui est important, c'est de rajouter de la matière organique, là, de faire des tests continuellement comme un chercheur, un scientifique. Là. Non, on n'est pas équipé pour faire ça. Alors, le secret, c'est d'arriver à maintenir un haut taux de matière organique dans votre sol et ça a un pouvoir tampon. Ce que ça fait, entre autres, c'est que ça permet à votre sol, à vos plantes, de pouvoir quand même puiser leurs éléments nutritifs, même si le pH serait trop bas, exemple. Okay? La matière organique a cette capacité-là de, je te dirais, d'avoir un paramètre plus large de croissance optimale lorsque ton pH n'est pas tout à fait celui-là précis par rapport à la plante. Par rapport à ça, les tomates, ça prend un pH mettons, de 6,7. Bon. Les piments, ça prend 6,4, mettons. Bon, les bleuets, ça prend 5,2 ou 4,8. Mais là, est-ce que vous pensez que votre sol, là, vous êtes capable de. Le petit bout de jardin-là va avoir un pH plus bas, celui-là va avoir un pH plus haut. En plus, vous faites des rotations, tout ça. Non, tu sais, je veux dire, vous êtes bien mieux de jouer safe en travaillant avec la matière organique. Et puis, si vous travaillez avec des bonnes matières organiques comme des plantes herbacées ou des feuilles, les plantes herbacées, c'est de l'herbe, OK? C'est de l'herbe fraîchement coupée ou idéalement fraîchement coupée parce que ça s'étend mieux. Vous n'aurez pas d'un surplus d'azote parce que l'azote disparaît. Il y en a une partie qui disparaît, okay? Par évaporation au moment où votre paillis d'herbe sèche. Parce que quand on le met sur le sol, le paillis, on ne met pas ça d'épais. C'est sûr que là, quelque part, ça va être trop, puis là, ça va pourrir, ça va puer parce qu'il y a trop d'azote. Puis là, au lieu de sécher, le paillis, il va pourrir, il va fermenter. Okay? Ça va chauffer. Donc, vous le savez quand vous mettez un tas de pelouse ensemble. Mais quand vous ne mettez qu'un pouce d'épais, il va sécher, il va devenir un jaune doré. Et puis à ce moment-là, vous n'avez pas de surplus d'azote. Vous avez juste ce qu'il faut pour être en mesure d'alimenter les vers de terre, puis qu'eux vont transformer ça en compost directement là, à vos plantes dans la même saison. Alors, c'est pour ça que c'est profitable de travailler avec ces matériaux-là, qui, de plus, ne coûtent rien. Hein? Achetez-vous pas de la paille, puis des ci, puis des ça, là, pour essayer d'avoir un paillis idéal. D'un, vous dépensez pour rien, puis le paillis idéal, c'est celui qui ne vous coûte rien, que la nature nous donne, puis que vous passez votre temps à tondre à 3 semaines, bien souvent, là, à cause de la pelouse, puis tout ça. Alors, ça c'est l'idéal. À quelle profondeur dans la terre semer la patate si je n'ai pas le paillis? Merci. Ben, moi, je le mets à peu près à 3-4 pouces de profondeur maximum. OK, c'est ce qu'elle va avoir par-dessus la tête environ, 3-4 pouces par-dessus la patate. Puis là, ben, si vous ne mettez pas de paillis, il va falloir quand même que vous renchaussiez, même si vous l'avez mis à 3-4 pouces. Parce que là, vous allez avoir quand les patates vont se former, ils vont être en surface. Okay, donc, à un moment donné, ils vont voir le soleil. Est-ce que le paillis peut empêcher certaines tiges de sortir si on le met trop tôt? Non, pas vraiment, parce que, ben là, mettez-les quand les tiges sont sorties, puis là, ils vont en ressortir d'autres, ils vont être capables de sortir d'autres. Pourquoi? Parce que
c'est déjà implanté. La pomme de terre est là, elle a son système racinaire, elle a de l'énergie dans la pomme de terre. Puis en plus, il y a des feuillages de sortie, elle est capable de s'alimenter puis de refaire sortir d'autres tiges, même si le paillis est là. OK, un paillis, ça empêche les graines de germer, mais ça n'empêche pas des plantes déjà implantées de pousser. Surtout pas à l'épaisseur que je vous parle. OK, on parle d'une épaisseur d'1 pouce. Là. On ne parle pas d'une épaisseur de 4, 5 pouces, 6 pouces là, de paillis. Donc, le paillis empêche les graines de germer, mais n'empêche pas des plantes implantées. Vos patates, ce sont des plantes implantées. Ça va? Que pensez-vous des pommes de terre qu'on peut partir avec des semis? Écoute, ça, Julie, j'en ai jamais parti par semis. Je ne sais pas ce que ça donne, puis je ne suis pas sûr que ça te donne bien de la grosse patate l'année même où ce que tu semes, même si tu semes durant l'hiver. Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait que je le fasse. Mais je manque de temps pour faire ça. Moi, quand je veux dire, je suis tout seul dans la maison, c'est à manger des patates. Fait que pour le peu de patates que je plante dehors, je ne me donne pas le trouble de faire 56 affaires. Expérience. Je priorise d'autres choses à la place. Mais s'il y en a qui ont vécu ça, faire des semis, j'aimerais ça que vous puissiez en parler là, sur ma page ou ici, là, pour me dire quel genre d'expérience vous avez vécu avec ça. Ah. Attendez un petit peu, là, m'a fermé des micros parce qu'il y a trop de micros ouverts. Là. Bon, OK. Avez-vous des problèmes de bébites à patates? Non, j'en ai plus. Demandez-moi pas pourquoi, mais j'en ai plus pantoute. Il n'en vient même pas. Mais remarquez que je fais des rotations tout le temps. Puis, comme je travaille avec des paillis, ça peut peut-être aider aussi parce que les dorifores, ils se cachent dans la terre, eux autres, comme tel. Alors, ça peut peut-être aider. Depuis que je travaille avec des paillis comme ça, là, je me rends compte que des bébites, j'en ai beaucoup moins. Je n'ai pas de mouche de la carotte. Je n'ai pas de mouche de l'oignon non plus. Tous les insectes qui pondent leurs œufs dans la terre ne sont pas capables si vous avez un paillis. Et donc, ils ne sont pas capables de pondre les œufs, bien, pas d'œufs, pas de larves qui mangent vos légumes. OK? Puis les bébites à patates, ben c'est ça. Les dorifores de la pomme de terre, moi, ça fait, mon Dieu, ça fait je ne sais pas combien d'années que j'en ai pas en tout. Je n'en vois même pas une dessus, mes plants. Fait que il y a une année que j'en ai eu beaucoup. Ça fait, je pense, ça fait une dizaine d'années parce que j'avais mis ça dans un terrain très pauvre. Ça ne m'a pas donné une grosse récolte non plus. Et puis, j'ai l'impression que les plantes à stresser. Et puis, un plant qui est stressé va toujours attirer plus les insectes que des plants qui sont en santé. Okay, ça, c'est fondamental. C'est la loi de la place est au plus fort. C'est une loi fondamentale en environnement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est toujours les êtres les plus faibles qui se font attaquer par les prédateurs. Alors, les dorifores, comme d'autres, c'est des prédateurs. Et puis, ils vont s'attaquer principalement aux plantes faibles. Avez-vous des trucs pour éloigner les insectes? Peut-être scarabée japonais, le reste. Ben, pas des trucs, ouais, il y a des solutions, mais là, on ne peut pas tout englober toutes les bébites. La même solution, on ne fait pas pour toutes les bébites nécessairement. Là. Les bébites à patates, on peut mettre des filets, mais les filets peuvent être peuvent aussi enfermer les bébites à patates qui étaient dans le sol puis qui vont sortir sous le filet d'un patate. Aussi. Ça fait que ça, il faut absolument faire une rotation de culture. Une rotation, ce n'est pas dans un jardin de 10 par 10 que vous êtes capable de faire une rotation, ni un jardin de 10 par 20. Okay? 10 pieds par 20 pieds, là, on ne peut pas faire une grosse rotation là-dedans. Là. Alors, même si tu mets des patates à un bout d'une année, là, les patates à l'autre bout, c'est encore pas mal dans le même jardin. Fait que les insectes qui ont hiverné, ils ont hiverné à quelque part dans les alentours, donc ils sont présents dans ton jardin. Les scarabées japonais, moi, je les ramasse avec un aspirateur Shop-Vac, ça va assez bien pour les ramasser. Ils se tiennent souvent 2 par 2. Fait que ça, avec une Shop-Vac, là, ça aspire bien. Ou si vous êtes loin avec un aspirateur sans fil, là, ça peut faire la job. Est-ce qu'on peut planter autre chose entre les plants de patates pour utiliser l'espace? Et boy! Ben là, pas si tu mets des plants rapprochés à 20 pouces, les rangs rapprochés à 20 pouces comme j'ai fait, là, 20-24 pouces. Non. Il ne faut pas bien ce que tu pourrais mettre en dessous qui va être en mesure de profiter parce qu'à un moment donné, les patates, quand ils poussent, là,
ils vont verser sur la culture que tu vas avoir à côté. Fait que tu peux toujours te semer des radis en attendant. Au bout de 30 jours, là, ils vont disparaître. Là. Les radis, la laitue frisée, peut-être, des choses comme ça qui 30-40 jours de croissance. Là. Mais je veux dire, tu vas en manger en tabarouette des radis là, pour. Fait que ça, il y aurait des plantes comme ça. D'ailleurs, les radis, laitue, ces types de légumes-là à croissance rapide, puis qu'on récolte rapidement, sont les bienvenus aussi à l'endroit où vous semez ou plantez des cucurbitacées. Toutes les cocombes, les courges, tu sais, les courges zucchini, là, les zucchini, là, écoute, quand le plant commence, il est tout petit, mais il va venir 2 mètres de diamètre, là, éventuellement. Donc, il faut que tu y laisses de l'espace pour qu'ils viennent gros comme ça. Mais en attendant qu'ils viennent gros de même, tu peux très bien remplir le pourtour de semis de radis, puis de laitue, tout ça, qui vont être récoltés avant que le plant soit rendu là. Alors, ça, tu peux augmenter ta culture dans ces cas-là. Ça va être un peu plus facile que entre les rangs de pommes de terre, si on veut, Pierre. Si j'utilise des logisols pour arroser les patates, puisque leur feuillage est aussi sensible que celui des tomates, si oui, à quelle distance les mettez-vous l'un de l'autre? OK, ben vous avez vu ma capsule, François, tu as vu ma capsule sur mes plants de tomates là-bas. Non, je ne le fais pas pour les pommes de terre. Je peux en mettre des logisols, là, tout dépendant où est-ce que je plante mes pommes de terre. Comme cette année, là, ils sont dans le sable pas mal. Alors, je vais en mettre entre mes rangs. J'ai 3 rangs, fait que là, je vais en mettre dans les 2 allées, si on veut, là, un de chaque côté à tous les 3 pieds. Bon, elle est en zigzag, plus ou moins, là, à tous les 3 pieds. Là. Fait que là, ça va irriguer l'ensemble des 3 reins. Ça va apporter de l'eau pour la culture et non pas pour accélérer leur croissance. OK, je mettais de l'eau dans la capsule que j'ai montrée là, pour les tomates. Je mettais de l'eau pour réchauffer mon sol pour que les tomates aient un moins grand stress parce qu'elles sont fraîchement transplantées. Mais les patates, ces plantes-là, puis les racines se développent au rythme que la température, que la terre se réchauffe, tout ça. Donc, ce n'est pas la même affaire là, comme telle. Je vais utiliser des logisols, mais pour l'arrosage durant l'été, pour les patates, mais pas pour le printemps, si on veut, là, comme je l'ai fait pour mes tomates. Empêcher les dorifores sur le feuillage des pommes de terre, c'est les empêcher, les rotations vont aider, des rotations grandes, là, OK, changer de jardin, là, genre, là. C'est quasiment ça, là. Fait que dans les petites cours, vous allez avoir de la misère à contrôler ça. Dans le fond, c'est les ramasser au tout début. Au tout début, si vous ramassez les adultes, vous n'aurez pas les larves qui bouffent les feuilles. Parce que ce sont les larves, là. Fait que là, si les adultes s'accouplent, pondent leurs œufs, ça, c'est des petits œufs oranges qui sont autour des feuilles, là. Vous levez les feuilles, là. Si vous voyez des œufs cordés, tout tassés un sur l'autre, là, des petits grains, là, vous les écrasez. Parce que sinon, ça va devenir des larves, puis c'est elles qui dévorent les feuilles. C'est les larves qui dévorent les feuilles, font du dégât, puis c'est dégueulasse. OK? Alors, ramassez les adultes au printemps, là. OK? Dès que vos patates, dès que vous voyez qu'il y a des adultes, ramassez-les, puis éliminez-les. Et quand les plants vont être un peu plus développés, vérifiez, voir si vous continuez à ramasser des adultes, vérifiez, voir s'il n'y aurait pas eu le temps de pondre des œufs autour des feuilles. Fait que vous relevez un peu le feuillage, vous allez tout de suite le voir. En relevant le feuillage, vous allez voir s'il y a des petits œufs oranges en dessous. OK? Alors, c'est pas gros, là. C'est gros comme un. Mon Dieu, quand ils mettent leurs œufs tout à côté un de l'autre, là, c'est gros comme un. Bon, c'est gros comme le diamètre d'un crayon, OK? Mais vous pouvez avoir 50-60 œufs là-dedans, là, OK, sur le bout. Mais c'est orange, ça se voit très bien. Fait que vous écrasez ça, puis là, vous allez être tranquille. Vous allez vous avoir débarrassé du dégât qui aurait pu survenir si vous n'auriez pas fait ça. Donc, il n'y a pas grand truc autre. Autrefois, on utilisait de la poudre dégueulasse, là, du sevin, là, on mettait de la poudre, ces patates, les plants venaient blancs. Ah, ça tuait les patates, mais tabarnouche. Ça devait nous tuer à petit feu, ça aussi. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça, là. Bon, Sonia, donc le paillis idéal pour n'importe quel légume, c'est donc l'herbe coupée ou feuilles mortes non déchiquetées. Ouais, c'est les paillis que j'ai trouvé le mieux.
simplement parce qu'ils correspondent aux besoins de tes plantes que tu cultives, parce que les légumes, ce sont des plantes herbacées. Alors, si tu mets de l'herbe coupée, tu es dans la même famille. Puis dans le processus de consommation circulaire, les plantes herbacées nourrissent les plantes herbacées, les feuillus nourrissent les feuillus, puis les conifères nourrissent les conifères. Le feuillage de conifères qui tombe au sol devient la nourriture des conifères pour qu'ils refassent d'autres feuillages. Donc, tu respectes cette logique-là, Sonia. OK? C'est pour ça que... Et moi, ce que je cherche à faire, c'est de pouvoir avoir... de faire le plus possible avec le moins possible de ressources. OK? Donc, et ces ressources-là sont disponibles en plus. Ça veut dire que tout le monde peut pratiquer ça. Si je dis mettez de la paille, puis là, vous mettez tout à aller courir de la paille dans un centre de jardin, puis tout ça, ils vont en manquer. Les agriculteurs n'ont pas tant que ça de la paille. Okay? Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Alors, si on utilise, puis à part de ça, c'est pas mal moins riche la paille, là, okay? Au niveau de la nutritionnelle, là. Puis à part ça, c'est dur à étendre. C'est des grands brindilles. C'est difficile, tandis que la pelouse, c'est un charme d'étendre ça quand elle est verte. Là. Facile, facile. Mais peut-être on égale quoi faire. Ça, il faut surveiller un peu la matière organique trop fraîche, puis il y a un pH trop haut. Okay, donc, mettez pas de cendre là où vous mettez des patates. Okay, jetez pas de la cendre de poêle là parce que les patates, ça, ils vont faire de la gale. Okay, la gale, ça, c'est quand le sol est trop neutre. Les patates aiment un sol légèrement acide. Puis, les matières organiques aussi non décomposées, là, exemple, un fumier frais, là, trop frais, bien, ça, si la patate, c'est des bactéries, hein, ça, la gale, c'est des bactéries là, qui déforment la pelure. Ça ne rentre pas dans la patate, c'est pas poison non plus, c'est pas une pourriture comme telle, c'est une gale. Okay? C'est quelque chose qui reste sec. Bon. Lorsque les plants de patates sortent, exemple, 3-4 boutons par plant, les laissez-vous tous ou si vous les enlevez? Non, non, tu les laisses toutes. Tu les laisses toutes. Là. Ils vont développer, entre autres, si tu sèmes des petites patates, tu vas avoir quelques germes. Tu vas avoir toujours 3, 4, 5 germes qui vont sortir. C'est normal. Il faudrait que tu aies 10, 15 germes pour que ça ne se fasse pas bien. Là. Alors, t'es mieux de les laisser là. Enlève-en pas. De toute façon, fais le test et puis tu verras là, si tu peux faire le test, là, un à côté de l'autre, tu verras ce que ça va donner. Andréane, caviar. C'est quoi ça, caviar? Du caviar. Est-ce que les algues peuvent être utilisées comme paillis ou pour toutes les cultures? Valeur nutritive de l'algue. Les algues, oui, c'est excellent, les algues. Lucille, je ne sais pas si toi, tu me parles d'algues parce que tu viens du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas, peut-être. Ou tu restes proche du fleuve ou d'un cours d'eau quelconque. Mais les algues, c'est très, très nutritif. Là. Les algues, vous savez, dans le temps, là, ben, si vous venez du Nouveau-Brunswick, vous savez que vos ancêtres, là, les Acadiens, quand ils sont arrivés, là, qui ont été déportés là, il n'y avait pas de coop là, agricole pour aller chercher de l'engrais pour faire pousser leurs plantes pour être capable de survivre dans ce coin-là. Là. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient les résidus de la pêche, puis les algues dans le jardin pour faire pousser les patates. Parce que dans le temps, les pommes de terre étaient vraiment le seul légume d'hiver qui alimentait nos ancêtres. Là, okay? Alors, oui, les algues, c'est très bon. Ça se décompose rapidement. C'est comme ça que j'ai parti mon jardin sur mon terrain de volleyball de plage. Un terrain sablonneux, hein, avec du sable. Un terrain de volleyball de plage, c'est du sable. Et puis, j'ai fait un jardin. Je vous avais montré, entre autres, ce jardin-là là, dans d'autres capsules. Et d'ailleurs, la capsule sur les pommes de terre que je vous ai projetée dimanche, c'est sur mon terrain sablonneux, là, sur mon ancien terrain de volleyball de plage. Alors, j'avais mis un voyage d'algues que j'étais allé chercher sur le bord du fleuve. Fait que, et puis, j'ai incorporé ça à l'automne, puis mon Dieu, au printemps, c'était rendu noir, ça a rendu de la matière organique prête à être utilisée par mes plantes. J'ai de gentils merles qui tassent mon paillis pour aller chercher des vers de terre. Je passe mon temps à le replacer pour éviter que la terre reste à l'air libre. Y a-t-il un truc pour éviter ça? Non, ben, François, il faut que tu surveilles. C'est sûr qu'ils ont tendance à aller fouiller.
Mais suffisamment pour qu'il en reste, ou du moins, si, quand il regratte ailleurs, ça retombe dans le trou qu'il avait déjà gratté, puis que ça va venir à bout d'avoir un certain contrôle comme ça, là. Je ne sais pas si c'est un paillis de feuilles que tu mets ou un paillis d'herbe. Et puis, mais ça, oui, ça arrive qui tasse le paillis, je ne veux pas. Le paillis d'herbe, OK. Est-ce que tu mets, François, mets-tu un bon pouce d'épais, un pouce et demi au départ, pour qu'après ça, quand ça sèche, ça diminue? Oui, c'est pas François, c'est Diane, mais oui, j'en mets une bonne épaisseur, mais c'est ça, ils sortent ça par motte, on dirait, ils creusent, là, puis là, il y a une motte de paillis qui se retrouve à côté, puis je vois qu'ils sont allés chercher un petit verre de terre. Je reprends la motte, je la remets dans le Oui, ben, c'est ça. Faut que tu gères ça un peu comme ça, là, pour. Tu n'as pas le choix, là. Faut qu'il y en ait pour tout le monde, comme on dit. C'est ça, c'est pas si grand que ça, mon jardin, c'est pas si pire que ça, là, mais ouais, je c'est ça. Fait que ça arrive, mais ça, dans le fond, c'est signe que. Rappelle-moi ton nom, là. Diane. Diane, OK. Bon, Diane, ça, c'est signe que ton sol est fertile s'il y a des vers. Si les merles viennent ou les oiseaux viennent, c'est parce qu'il y a de la bouffe. Fait que, donc, il y a de la vie dans ta terre. Fait que ça, c'est un bon signe dans un sens. Ça peut être une petite consolation pour le trouble que ça donne de replacer les galettes. Merci. Bienvenue, Diane. Bon, fait que c'est ça pour ce qui est des pommes de terre. Vous savez, même si vous n'êtes pas prête à planter tout de suite, là, les pommes de terre, là, la récolte, plantée à Saint-Cyr, la récolte va venir quand même assez de bonne heure. Là. Elle vient à fin août, bien souvent, là, début septembre. Alors, vous pourriez planter plus tard dans la saison, ça ne dérange pas. Les pommes de terre, ils ont quand même une saison relativement courte de croissance. Alors, même si vous plantez à fin juin, vous allez avoir quand même une récolte à l'automne. Il n'y a pas de problème là, pour ce qui est des pommes de terre. Donc, ne soyez pas inquiets de ne pas les avoir déjà plantées. Là. Il n'y a pas de presse pour ça. Bon, il y a différentes couleurs de pommes de terre. Entre autres, vous connaissez la rouge parce qu'elle est sur le marché. Vous connaissez la blanche. Il y a de la jaune. Moi, entre autres, c'est une variété qui est jaune. La chair est jaune dedans. Et puis, je l'aime bien. Elle réussit bien, tout ça. J'ai de la rouge et aussi, je cultive un petit peu de bleu. La bleue est spéciale, elle est toute veinée à l'intérieur. Ça fait des drôles de patates pilées, elle a d'une drôle de couleur. Là. Des patates pilées mauves, entre autres. C'est assez spécial. Et puis farineuse, elle a un coup cuite comme ça. Puis en frite, c'est pas si pire quand même. C'est peut-être pas la frite idéale, mais elle se fait en frite. Mais elle se défait plus. Okay? C'est une frite qui se tient moins. Elle a la chair qu'un coup de cuite, elle a la chair qui se défait beaucoup. Là. Fait que, mais pour des patates pilées, elle est numéro 1 parce que justement, elle se défait. Elle se défait facilement. Bon. Sonia, tu me dis, le paillis de feuilles mortes, c'est 1 pouce d'épais aussi. C'est toujours 1 pouce d'épais, pas plus. Peu importe le type de paillis. Et à quelle fréquence on doit remettre de l'herbe ou des feuilles pour avoir toujours 1 pouce? Bien, entre autres, tu mets 1 pouce pour être capable de t'offrir un bout de temps jusqu'à temps que ça tombe à 1,5 pouce. Rendu à 1,5 pouce, ma nature ne considère plus ça comme étant une bonne protection de sol, fait qu'elle va faire pousser des mauvaises herbes. Là. Il va y avoir des graines qui vont germer si tu n'en rajoutes pas par-dessus. Dans le cas des feuilles, si tu pars avec 1 pouce, avant que ça tombe à 1,5 pouce, tu vas avoir fait la saison. OK? Ça, les feuilles, c'est plus long à se décomposer parce que le rapport carbone-azote est à 90 pour 1, là. 60 pour 1, excuse. Fait que, il est trop riche en carbone. Alors, les feuilles, c'est un petit peu plus long à se décomposer que l'herbe qui, elle, est à 25 pour 1. Donc, elle est vraiment dans un gauge, là, un range là, qui se décompose rapidement. Si tu as vraiment 1 pouce d'épais, là, au final, de paille d'herbe, tu vas être tranquille pendant au moins 1 mois et demi. Proche 2 mois avant de devoir en rajouter. Ça va dépendre des pluies. Okay? S'il mouille souvent, si tu arroses dessus, c'est sûr que ça va pourrir plus vite. Fait que, normalement, dans le jardin, à partir du printemps comme là, vous mettez votre première couche. La première fois, il faut que vous en mettiez beaucoup parce que vous partez à 0. OK? Fait que vous mettez 1,5 pouce, ça va descendre à peu près 1 pouce. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, vous devriez être tranquille avant que ça redescende à 1,5 pouce. Puis là, vous allez devoir en rajouter. Mais quand vous en rajoutez moins que la première fois parce qu'il en reste déjà. OK? Fait que c'est moins. C'est ça. Donc, dans un jardin potager, là, une culture qui va du printemps jusqu'à l'automne tard, c'est 2 à 3 fois que vous allez devoir en mettre de l'herbe. Pas plus.
pour avoir un bon contrôle sur la mauvaise herbe. Puis en même temps, nourrir votre sol, puis en même temps, garder l'humidité. Bon, j'ai eu de toutes patates pour semer, genre grelot, 1,5 pouce de grosseur. Est-ce qu'il faut que je sème plus qu'une à la fois? Non, non, non. Mettez-en une à tous les pieds quand même. Et ça va vous faire un grelot à tous les pieds. Parce qu'un pouce et demi, c'est pas mal ce que j'ai, moi, ici, là. Hein? Alors, moi, c'est ça. J'en mets une à tous les 10 pouces, 10-12 pouces, 25 à 30 cm entre chaque, et puis c'est parfait. J'ai hérité d'une collection de 200 variétés de pommes de terre. Ah, ouais. Elles sont dans une chambre froide, mais avec de très longs germes. Je vais couper les longs germes comme vous nous recommandez, mais est-ce que je dois craindre qu'elles pourrissent si j'attends plus tard en juin pour les planter? Bien là, c'est parce que si vous avez des grands germes, Andréane, là, j'espère que je nomme le bon nom, parce que des fois, c'est mélangeant là, avec le nom qui est écrit sur le... si vous avez des grands germes, il y a des chances que vos patates aient relativement ratatinées. Là. Elles sont sûrement ratatinées. Et là, ils ont perdu beaucoup d'énergie à sortir ces grands germes-là. Est-ce qu'ils vont être capables d'en ressortir d'autres? Ça, je ne le sais pas, je ne les vois pas, vos patates. Mais si vous voyez d'autres germes plus petits qui commencent, ben c'est ça. Arrachez les gros, OK? Coupez-les pas, arrachez-les, parce que couper, il va rester un petit bout qui va pourrir. Là. Fait que arrachez-les de la patate. Et puis, si votre patate elle a encore du jus dedans, comme on dirait, là, ben, elle va en ressortir d'autres, des germes. OK? Mais si vous avez une place pour le mettre dans un réfrigérateur, ça serait l'idéal si vous ne voulez pas qu'ils germent tout de suite. OK. Bon, ça va. Donc, tu disais, oui, c'est le cas. C'est le cas, ils ont ratatiné. C'est ça que tu veux dire, Andréane? Oui, OK. Bon. C'est beau. Quelle variété est préférable pour les patates jaunes? Oh boy, je ne connais même pas le nom. Je ne me souviens plus. J'ai acheté ça dans un centre de jardin, là, des patates de semences, mais je ne connais même plus le nom. Désolé, je ne suis pas capable de vous donner le nom. Mais c'est une patate qui pousse ovale. Okay? La plupart du temps, elle est ovale. Elle n'est pas... c'est ça. Tu sais, je veux dire, elle est comme ça. Elle est ovale. En tout cas, plus grosse que ça, évidemment. Ça, c'est des grelots, là. Des grelots. Bon, oui, elles ont ratatiné un peu, ouais, sûrement, parce qu'à sortir des gros germes comme ça, Andréane, là, c'est. Mais elle n'est pas toute déshydratée, j'imagine, donc possiblement que tu devrais être capable de faire ressortir d'autres germes. Si tu enlèves ceux-là, là, au moins, on va arrêter de nourrir des germes qui ne seront pas bons. Là. Bon. Bien, ça peut arriver, ça, François, que tu aies moins de patates ou que là, le germe, il s'est développé. Beau feuillage, il peut s'être fait aussi, mais est-ce que le système racinaire a suivi? C'est ça l'affaire là aussi. Là. Parce qu'il faut que le système racinaire se développe aussi en pas avec le germe. Là. Alors, normalement, ça se fait en même temps. C'est que le germe sort, puis le germe n'est même pas pointé que déjà la patate est couverte de racines, OK? Dans la terre. Là. Puis là, le germe là, se met à sortir. Fait que finalement, il faut que la patate soit capable de sortir des racines aussi. Alors, non, ce n'est pas la russette. Est-ce que la pomme de terre russette se cultive bien? Je ne l'ai jamais essayé, Chantal. Je ne peux pas te répondre. Je pose la question pour le champ en friche parce que j'ai beaucoup de pommes de terre à planter. La friche, c'est de l'herbe très haute, des branches de murs éparses et rien de plus. Est-ce que je peux planter là? Bien là, tu prends des chances là-dedans là, parce que quand si on plante dans une pelouse, ça va parce que la pelouse ne compétitionnera pas les patates, mais là, dans une friche, les patates, tu ne vois pas pousser ça dans une friche. Il faut que ça ait de la lumière, il ne faut pas que ça ait trop de compétition. Là. Alors, essaye-en un peu. Si tu en as trop, essaye-en un peu, tu le sauras pour la prochaine fois. Parce que c'est difficile de pouvoir te donner une réponse juste là-dessus. Fait que essaye-en quelques-unes, puis tu verras qu'est-ce que ça donne comme résultat. Bienvenue.
Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est des pommes de terre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à venir. Moi, pour ma part, je commence à m'endormir pas mal. Vous avez vu, il est temps que j'aille me reposer, là. Vous avez vu les différentes choses que je peux encore vous offrir, là. Disons que, bon, là, j'ai plus de filets anti-insectes, puis je n'en rentrerai pas de ce printemps, du reste du printemps. Il me reste des arceaux, par exemple, là, des tiges d'aluminium, un quart, qu'on peut faire les arceaux pour soutenir les voiles ou les filets, que ce soit des filets anti-oiseaux ou anti-insectes. Ces arches-là peuvent faire, ces arceaux-là peuvent faire. En tout cas, je vais énumérer un paquet de produits. J'aurai des tomates en surplus, des poivrons en surplus, du bois d'allumage aussi, là, du bois de foyer là, pour faire des feux de camp ou des choses comme ça, comme ils vendent dans les dépanneurs. Là. Ça, c'est mon fils qui, à un moment donné, en hiver, s'est amusé à couper du bois comme ça, puis tous des beaux paquets à 3 piastres. Là. Un bon paquet gros comme ça. Là. Fait que j'ai différentes affaires comme ça disponibles, mais c'est disponible pour les plants, puis tout ça, vous devez venir ici, chez nous. Là. Donc, des fois, ça peut être loin pour certaines personnes qui m'écoutent. Et puis, vous venez, mais vous devez m'avertir parce que moi, je ne suis pas tout le temps là. Je n'ai pas un centre de jardin ouvert, moi, là. Alors, il n'y aura pas personne pour vous servir. Vous allez faire un voyage blanc là, si jamais je ne suis pas averti. Alors, c'est ça. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite un bon jardinage et puis on va sûrement vous envoyer quelque chose au courant de la semaine, peut-être une autre capsule, je ne sais pas trop sur quoi pour l'instant, mais des fois, vous pouvez m'envoyer des suggestions. Il y a des sujets que vous aimeriez que je parle ou tout ça. Puis là, si ça arrive, ben, si ça donne, je pourrais vous faire une capsule là-dessus. Si c'est beau pour vous, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que les pommes de terre doivent fleurir? Oui, il y a une question ici. Là. Attendez, est-ce que je réponds aux dernières questions? Là? Savez-vous combien d'heures d'ensoleillement la patate a besoin? Le plus possible. OK, 8 heures d'ensoleillement direct et plus, là, idéalement. Est-ce que nos pommes de terre doivent toujours fleurir pour avoir une bonne production? Bien, il faut qu'ils dépassent le stade de floraison pour que là, ils se mettent à fabriquer la pomme la patate. OK? Donc, il faut que, oui, vous n'aurez pas de patate tant que ça n'a pas fleuri. Okay? Là, il faut que la floraison passe, puis là, à partir de là, le plant fait ses réserves dans la terre là, pour grossir ses tubercules. Alors, les patates nouvelles, ça vient après la floraison. C'est bon? Alors, pour moi, bon, ça serait pas mal tout. Là. Alors, fait que je vais vous souhaiter un beau bonsoir, puis continuez de me suivre et puis envoyez-moi vos suggestions. Puis quand j'ai le temps, ben, je réponds le plus possible.